et bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région. Une interview avec notre partenaire Yves Saint-Étienne, Julie Taduni, bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit Cédric Esson, directeur départemental de la sécurité publique de la Loire, bonjour. Bonjour à vous. Être policier, est-ce que c'est une vocation ? Oui, être policier, c'est avant tout une vocation. On devient policier parce qu'on a envie de le faire, on a envie de servir son pays, on a envie d'être au service de nos concitoyens. Donc c'est une vraie vocation. Quel a été votre parcours ? Est-ce que vous avez toujours voulu être policier ? Est-ce que enfant, c'est le métier que vous vouliez faire ? Alors enfant, je ne vais pas vous mentir, c'était pas nécessairement le métier que je voulais faire. C'est une vocation qui est venue au fur et à mesure de mes études, parce que j'ai fait des études de droit. Je savais que je voulais aller dans un métier sur le droit, sur l'ordre. C'est toujours une profession, ce style de profession qui m'a attiré. Et puis au fur et à mesure que mes études progressaient, c'est véritablement quelque chose qui est venu en moi et qui est donc maintenant après a fait que j'ai passé le concours de commissaire que j'ai réussi. Et donc depuis maintenant plus de 25 ans, je suis policier et commissaire de police. Et justement, est-ce que c'est un métier que vous avez vu changer depuis vos débuts et si oui, de quelle manière ? Alors c'est un métier qui a énormément changé en 25 ans. C'est un métier qui s'est modernisé, qui s'est adapté aussi à la population, qui s'est adapté à la société. Moi, quand je suis rentré, c'était encore le temps des machines à écrire. C'était la fin des machines à écrire, mais c'était encore le temps des machines à écrire. On avait à peu près un ordinateur ou 2 ordinateurs par commissariat. C'est pour vous donner à peu près l'ordre d'idée. Donc c'est vrai que je commence déjà à avoir un petit peu d'âge. Et je suis vraiment cette dernière génération à avoir connu ça, à avoir eu peu de véhicules, des moyens radio extrêmement défaillants, des protections qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de gilet pare-balles, les policiers n'avaient pas de gilet pare-balles. Voilà, les tenues aussi étaient absolument pas adaptées. C'était des tenues dites balmain, donc avec extrêmement élégantes, mais qui n'étaient pas du tout adaptées au métier de policier, alors que maintenant on a des tenues qui sont complètement adaptées au métier, aux missions, et donc c'est une police qui s'est modernisée vraiment beaucoup. Maintenant, évidemment, on est au goût du jour, c'est-à-dire que tout est informatisé, tout est numérisé, ce qui n'empêche pas malgré tout de garder ce contact humain et cet aspect humain. Voilà, le métier de policier, ça reste, malgré les outils techniques qui ont vraiment beaucoup évolué, un métier extrêmement humain, où la part de la relation humaine reste prépondérante. Alors on ressort de près de 3 années plutôt compliquées pour les forces de l'ordre. Les policiers ont été mobilisés pour la crise des Gilets jaunes dès 2018. Et puis on a enchaîné avec le Covid, les patrouilles pour le respect des mesures sanitaires notamment. Est-ce que ça a pesé sur les effectifs ? Ça a pesé sur les effectifs, oui, bien évidemment. Ce sont des missions qui se sont accumulées depuis, comme vous le dites, depuis 3 ans. Ce sont des missions que l'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que, en tout cas pour les premières, quand vous citez la période des Gilets jaunes, c'était une période de maintien de l'ordre, de service d'ordre. Donc c'est pas un métier que l'on a appris, c'est un métier que l'on faisait déjà. La seule différence, c'est qu'auparavant, on avait des missions ponctuelles de maintien de l'ordre sur certaines manifestations, sur certains mouvements qui pouvaient parfois durer 2, 3, 4 semaines au maximum, 5 semaines au grand maximum. Mais là, c'est un conflit qui a duré vraiment très très longtemps. Donc c'était ça qui a véritablement été compliqué pour nous, c'est-à-dire maintenir la paix publique sur une période extrêmement longue. Ça a duré plus d'un an en fonction des villes, mais en tout cas sur Saint-Étienne, ça a duré plus d'un an, avec un engagement de tous les jours pratiquement, ou en tout cas une mobilisation des fonctionnaires tous les week-ends, des rappels systématiques, donc de la fatigue qui s'est accumulée, avec un mouvement qui a été extrêmement violent, et pour lequel les services de police ont dû s'adapter également à cette violence. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été un petit peu nouveau pour nous. C'était d'abord cette intensité, deuxièmement cette longueur. On a connu des conflits longs, parfois très très difficiles, parfois très très durs, mais sur cette durée et avec cette intensité, c'était quand même tout à fait nouveau. Et puis vous le citez, avec le Covid, on a eu de nouvelles missions. Alors pour le coup, là, c'était véritablement de nouvelles missions. C'était une nouvelle... ça a été vraiment très très nouveau en France. Tous les métiers ont dû s'adapter, et particulièrement le métier de policier. Et il a fallu aussi que l'on s'adapte à cette nouvelle crise, d'abord en interne,
D'abord en interne, il fallait que nous, on continue à avoir une continuité du service public, parce que je le rappelle qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire qui nous est confié. Donc ça, c'était quand même le premier objectif, c'était de permettre de garantir la sécurité de nos concitoyens malgré cette crise sanitaire en interne, avec des changements notamment de cycle pour s'adapter à la nécessité d'être tout le temps présent. Et puis, il a fallu aussi qu'on s'adapte à ces nouvelles réglementations, parce que la réglementation sanitaire, c'est pas dans notre cœur de métier, c'est pas ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était même complètement une découverte. Donc il a fallu aussi qu'on appréhende cette réglementation, il a fallu qu'on appréhende la façon dont les Français vivaient cette crise sanitaire, et nous, on a été au cœur de ce dispositif, évidemment pas en première ligne, comme l'ont été les médecins et les hôpitaux, mais plutôt en deuxième ligne, justement pour garantir cette sécurité sanitaire sur la voie publique ou alors à l'intérieur des lieux privés. On parlait à l'instant de la crise des Gilets jaunes. Ça a été une période durant laquelle la police a particulièrement été montrée du doigt, et notamment dans certaines villes de France, comme Paris. Comment ça s'est passé dans la Loire au niveau de l'encadrement de ces manifestations ? Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, vous avez raison, on a été beaucoup mis en cause au cours de ces manifestations, tout simplement aussi parce que l'usage de la force que nous avons dû employer lors de ces manifestations a été assez important, tout simplement parce qu'il a fallu qu'on réponde à une violence également. Enfin, je veux dire, le policier n'est pas violent par essence. On a le droit d'utiliser la force dans un certain cadre qui est extrêmement réglementé, qui est extrêmement précis. Et donc, nécessairement, lorsque cet usage de la force est continu, lorsque cet usage de la force est massif, il y a nécessairement aussi des moments où on interroge l'usage de la force de la part des policiers. Donc c'est dans ce cadre-là que cet usage de la force a été interrogé par la population, par les médias, par la société finalement. Hein. Et est-ce que, la question qui sous-tendait ça, est-ce que dans une société démocratique, avec une police démocratique, qui respecte le droit, l'usage de la force est proportionné. C'est la seule question qu'on doit se poser. Et la proportion, en fait, c'est comment le policier ou les policiers qui sont en unité constituée doivent collectivement ou individuellement user de la force. Collectivement, on le sait. Individuellement, c'est beaucoup plus difficile. Hein. D'où, effectivement, parfois, sur certains cas, dans certaines circonstances, de ce qu'on appelle des dérapages, ou en tout cas des usages, moi, ce que j'appelle des usages disproportionnés de la force, qui ont existé, encore une fois, comme parfois ça peut exister aussi lors d'interventions, lors d'interpellations. Je rappelle que, par exemple, sur la Loire, on fait plus de 44 000 interventions police-secours par an. Sur ces 44 000 interventions police-secours par an, avoir zéro défaut, avoir zéro problème, ça n'existe pas. Par contre, il faut toujours interroger, et c'est normal que la société interroge, ces forces de police qui ont un pouvoir extraordinaire de savoir si l'usage qui a été fait dans les circonstances particulières correspondent à la loi, correspondent à la déontologie. C'est un point extrêmement, extrêmement important. Donc, cette interrogation, elle est naturelle. Hein, elle est naturelle. Après, c'est vrai que le ressenti du policier, c'est la difficulté d'être mis en cause, par contre, systématiquement, de par sa fonction, de par la mission qui lui est confiée, qui est une mission régalienne, qui est une mission d'ordre, d'utiliser la force. Donc ça, c'est ça qui pèse beaucoup sur les policiers, alors même que, en sens inverse, on a en face de nous une société et des individus qui sont aussi de plus en plus violents, qui s'en prennent systématiquement à nous, mais encore une fois, ils s'en prennent aux policiers comme ils s'en prennent aux pompiers, comme ils s'en prennent à l'instituteur, comme parfois ils s'en prennent à leurs parents. Enfin, tout ce qui représente un peu l'autorité en France actuellement est remis en cause. Et le métier de policier échappe pas, mais pas du tout, à cette tendance qui en plus est une tendance longue. C'est-à-dire que cette violence importante dans la société, le policier le subit depuis de nombreuses années. Maintenant, il y a de nouveaux secteurs, de nouvelles professions qui le subissent. On parlait tout à l'heure de l'hôpital, c'est pareil. Les urgences, on ne comprend pas qu'on puisse pas être pris tout de suite parce que le cas que l'on présente du citoyen est toujours le plus important. Et il faut faire comprendre également que parfois, mais ça, c'est parfois difficile, de faire comprendre que à côté de soi, il y a des cas plus urgents, beaucoup plus difficiles.
Et c'est aussi difficile à faire comprendre lorsque, par exemple, la population nous appelle sur le 17, de dire votre problème est important, sauf que nous, on a des missions qui sont plus importantes. Et donc, la personne, par contre, qui appelle, pour lesquelles la réponse est parfois différée, ne comprend pas pourquoi son problème n'est pas pris en compte immédiatement, tout de suite. C'est pour elle la chose la plus importante du monde. Mais nous, il faut qu'on replace tout ça dans un contexte plus général, de faire comprendre à la personne que finalement, son problème est important. Il faut qu'on le prenne, mais le problème qu'elle présente peut être différé dans le temps, à contrario d'autres difficultés ou d'autres interventions qui, elles, sont prioritaires pour nous. Par exemple, quand on a affaire à des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes, on privilégiera toujours les atteintes aux personnes. C'est toujours la sauvegarde des personnes qui prime par rapport à la sauvegarde des biens. Alors, c'est parfois difficile à comprendre de la part de certains de nos concitoyens, mais c'est aussi tout un travail que l'on doit faire pour faire comprendre que l'on doit prioriser des missions par rapport à d'autres. Vous parliez justement de la violence dans la société. Depuis près d'un an, on observe aussi quelque chose. Il y a des attaques envers les policiers, les forces de l'ordre de manière générale. Je pense notamment aux policiers agressés à Rive-de-Gier en mai dernier. Alors, c'est un seul exemple. Comment c'est vécu du côté des effectifs, justement ? Alors, vous disiez, depuis quelques mois, moi je rappelle que c'est depuis plusieurs années. En fait, c'est pas un phénomène nouveau, la prise à partie et la violence à l'encontre des forces de l'ordre. C'est un phénomène que l'on a vu apparaître depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, donc c'est pas nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, je trouve, par rapport là aussi à mon recul de plusieurs années d'expérience, c'est qu'on sent une gradation et une montée de la violence à l'encontre des forces de l'ordre. On s'en prend plus à l'uniforme. C'est même plus l'uniforme auquel on s'en prend ou à l'autorité qu'elle représente, mais véritablement à l'homme ou à la femme que l'on a en face de nous. Et les policiers le vivent très mal, parce qu'ils ont le sens de la mission, le sens du devoir, et surtout le sens de se dire « ma mission correspond à une mission qui m'a été confiée dans un régime démocratique », et ils ne comprennent pas que cette violence se dirige à leur encontre, qui, eux, sont chargés de faire respecter tout simplement la loi. Donc oui, cette violence est de plus en plus mal ressentie par les policiers parce qu'elle devient de plus en plus importante. Vous citiez le cas de ses collègues de Rive-de-Gier, parce qu'on parle de celui qui a été le plus blessé, mais je vous prie de croire qu'il y avait aussi une femme dans l'équipage, ils étaient 3, elle n'a pas été blessée physiquement, mais psychologiquement, ça l'a atteinte de manière incroyable. Vraiment incroyable. Elle a dû être arrêtée pendant plusieurs semaines. Elle a vu son collègue inconscient à terre. Voilà, c'est pas parce que l'on n'est pas blessé physiquement que l'on n'a pas non plus parfois des chocs post-traumatiques. Et pour elle, par exemple, ça a été le cas. Ça a été le cas. Il y a un outil qui peut servir lors des interventions, qui sont les caméras piétons. Oui. Elles ont été mises en place en 2018 pour les policiers municipaux, par exemple à Saint-Étienne, et à titre expérimental. On en est où concernant la police nationale sur le sujet ? Alors, pour la police nationale, l'expérience est même plus ancienne, parce que les premières caméras piétons datent du milieu des années 2010. Mais on avait des caméras qui n'étaient pas du tout opérantes, qui n'étaient vraiment pas faites pour le métier de policier. On était mal harnachés, la batterie tenait pas, c'était complètement inopérant. Enfin bref, ça a été, faut le dire, ça a été une catastrophe. Parfois, le matériel est pas à la hauteur des enjeux. Depuis le mois d'octobre, de nouvelles caméras piétons ont été déployées sur tout le territoire national. Et cette fois-ci, on a des caméras qui marchent bien, qui s'attachent bien et qui, en plus, ont une grosse autonomie, qui peuvent durer pendant plusieurs heures, pendant toute la vacation, en à peu près une dizaine d'heures en mode veille ou en mode allumé, de manière pratiquement constante. Donc cette fois-ci, les policiers sont véritablement appropriés cet outil. On est dans une société d'image. Aujourd'hui, on a la radio, mais on est aussi filmé. Et ce qui compte, c'est la voix, mais aussi maintenant l'image. Auparavant, la seule façon dont les policiers devaient rendre compte de leur intervention et de leur mission, c'était par écrit. On écrit, et par écrit, on n'est pas Stendhal. Donc, des fois, retranscrire la difficulté d'une mission, le stress d'une mission,
la violence d'une intervention, on ne peut pas la retranscrire par procès-verbal, c'est pas possible. Donc l'image a une vraie force. Et on l'a compris, et je le dis souvent à mes policiers, il faut opposer l'image à l'image. On est filmé en permanence. Et il faut partir du principe que lorsqu'on met le pied sur la voie publique, on, collectivement, mais particulièrement le policier, il est observé. Que ça soit par des caméras de vidéoprotection, que ça soit par des moyens privés, des caméras à l'intérieur de commerce, à l'intérieur de halls d'immeubles, on l'a vu dans plusieurs affaires, ou alors même par le public qui a un simple téléphone portable et peut filmer à tout moment les policiers en action. Donc nous, il faut aussi qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on donne des images de notre action pour montrer qu'on n'a rien à cacher, qu'on est des policiers républicains, qu'on est des policiers qui savons travailler, on est des policiers qui avons une vraie déontologie. Donc les policiers, en fait, attendaient ça depuis très longtemps, contrairement à ce qu'on peut penser. Et maintenant que c'est déployé, on en a 177 qui sont déployés sur le département de la Loire. Ces 177 marchent et les policiers ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à utiliser ces caméras et surtout à les mettre en action lorsqu'on sent que la tension commence à monter pour bien prouver d'abord qu'on est dans un cadre légal et que leur action est proportionnée et surtout réplique à une action de violence à leur encontre. Il y a une réforme qui est en cours, réforme de la police qui est annoncée d'ici fin 2023. Est-ce que d'une part c'est une bonne idée et d'autre part, qu'est-ce que vous en attendez vous de cette réforme ? Alors c'est une réforme, là aussi comme je suis un peu ancien, que j'ai un petit peu connu dans les années 90, au milieu des années 90, mais là aussi, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la police, ça serait beaucoup trop long, mais c'était une réforme qui n'avait pas été jusqu'au bout de la logique de la réforme de la police nationale. Là, la réforme qui est envisagée courant réflexion 2022, mise en place à 2023, c'est la police nationale. On est vraiment une institution pour l'instant en tuyau d'orgue, en silo. Chaque direction est très parallèle et il y a très peu de moments où, sur un territoire, on se rencontre tout simplement parce qu'on n'a pas des états-majors communs, il n'y a pas d'autorité hiérarchique entre la police aux frontières, la sécurité publique, la police judiciaire, les CRS. Bref, chacun travaille vraiment un petit peu l'un à côté des autres, à telle enseigne que parfois, même pour travailler ensemble, on fait des protocoles entre nous de compétences. Je veux dire, c'est pas moyenâgeux, mais on arrive vraiment au bout d'une logique. Et la réforme qui est envisagée, c'est justement beaucoup plus de transversalité au sein de pas de la sécurité publique, de la police nationale, et sur un même territoire, tous les policiers, quelle que soit leur direction d'appartenance, travaillent sous la même autorité, d'un même chef, d'une même hiérarchie, et rendent compte aux mêmes échelons. Parce que là aussi, on a des échelons départementaux, certains ont des échelons régionaux, d'autres des échelons zonaux. Enfin bref, chacun a sa propre organisation pratiquement au sein de la police nationale. Donc là, c'est vraiment unifié sur le territoire. D'abord, département, ce sera sur le département. Et après, sur un niveau supradépartemental, où là, chaque métier, et on parlera plus de direction, mais on parlera de métier, sera coordonné avec un même chef et des mêmes états-majors pour une meilleure cohérence, là aussi, pour être plus efficace. Est-ce qu'aujourd'hui, la police, ça recrute et surtout, est-ce qu'on a des candidats ou est-ce qu'il y a une pénurie ? Eh bien, contrairement aux idées reçues, la police d'abord recrute. Elle recrute massivement, elle recrute beaucoup. Elle recrute à tous les échelons, que ce soit les policiers adjoints, qui sont des contractuels, ou alors des titulaires, que ce soit des gardiens de la paix, des officiers ou des commissaires. Elle recrute tout le temps. Donc ça, c'est la première idée, fausse idée reçue, à savoir que la police ne recrute pas. Oui, elle recrute. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des candidats ? Oui, il y a des candidats. Et contrairement à ce qu'on peut penser aussi, malgré aussi les mises en cause, malgré la violence du métier, malgré la difficulté du métier, on a encore beaucoup de personnes qui ont la vocation, qui viennent chez nous, qui passent les concours et qui sont intéressées par ce métier qui, en plus, est passionnant. Je ne le dis pas parce que je le suis, mais parce que je le crois vraiment sincèrement. On est un métier où, quand on commence le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en plus, on a un panel
de métiers à l'intérieur de la police nationale. On peut faire du maintien de l'ordre, de la police judiciaire, de la police scientifique. On peut faire aussi de la protection des personnalités. On peut être au raid, on peut être à la BAC. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de métiers. Tout le monde a sa place. Il y a tous les niveaux scolaires. Les hommes, les femmes, c'est un métier vraiment divers. Et c'est un métier, je pense, qui attire parce que, contrairement à ce qu'on peut penser aussi, on a une société qui a besoin d'ordre et on a encore beaucoup de jeunes, parce que ce sont essentiellement des jeunes qui viennent vers nous, qui ont encore ce sens du collectif. Et quand on aime le collectif, on l'aime parfois dans le sport, et dans un métier, la police nationale offre aussi ces garanties-là. Actuellement, l'hôtel de police de Saint-Étienne est en travaux jusqu'à la fin de l'année prochaine. Comment ça se passe pour vous au quotidien ? Est-ce que ça a ajouté des difficultés pour les personnels, et l'objectif de ces travaux, quel est-il ? Alors oui, les travaux ont commencé déjà il y a 1 an et demi. Il nous reste, vous disiez fin d'année prochaine, ça sera plutôt début 2023. Donc on est pratiquement au milieu du gué. Là, on a pratiquement la moitié du temps. C'est difficile parce qu'il y a des travaux. Donc je rappelle que c'est des travaux qui durent 3 ans. C'est 18 millions d'euros qui sont investis par le ministère en site occupé. C'est-à-dire qu'on continue à travailler. Eh ben, on travaille au milieu des marteaux-piqueurs, au milieu du bruit, au milieu de la poussière. Et c'est pas simple. Et c'est vraiment pas simple parce que là aussi, on est une profession où on aime bien être au calme, pour pouvoir travailler sereinement. On reçoit du public, beaucoup de public, des victimes, des mises en cause. Et pour travailler dans des conditions sereines, c'est parfois compliqué. Mais les policiers savent que c'est difficile pendant 3 ans, mais on sait qu'au bout de ces 3 ans, on aura un bel outil de travail, parce qu'un hôtel de police, c'est un outil de travail. Hein, c'est vraiment un outil de travail pour nous. L'hôtel de police tel qu'il l'est actuellement est vraiment très désuet. Enfin, il date de 1959, hein, pour vous dire, ça date du général de Gaulle. Et pratiquement, ça n'a pas bougé, ou presque pas depuis. Donc, on n'est plus du tout aux normes de rétention des personnes, d'accueil du public, de conditions de travail pour les policiers. Et quand les conditions de travail, on accueille mal le public ou les personnes que l'on retient, ça crée du stress, ça crée de l'énervement. Donc ça sera aussi, je pense, un lieu qui permettra d'apaiser aussi la relation entre la police et la population, et au sein même de notre direction départementale aussi, de trouver une meilleure façon de travailler dans des locaux plus neufs, plus propres et plus fonctionnels. On va terminer par une question qu'on aime bien poser à tous nos invités. Si on vous demande votre endroit préféré dans la Loire, c'est où ? Alors, ça c'est vraiment une question piège. Peut-être le musée d'art moderne, que j'aime vraiment beaucoup, voilà, que je vais voir assez souvent à chaque fois qu'il y a une expo. Ouais, je suis assez amateur d'art, donc c'est un lieu que j'aime vraiment beaucoup. Puis il y a beaucoup de galeries aussi sur Saint-Étienne, donc c'est aussi les galeries stéphanoises. Voilà, c'est plutôt ce type d'endroit que j'apprécie particulièrement, sans parler évidemment de la nature aussi qui est magnifique. Merci Cédric Esson d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et Julie, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Merci Clémence.